Épisode La loi de Gresham du contenu. Chapitre 1 La monnaie de singe. Quelque part dans une bibliothèque numérique qui se voulait le bien commun de la science, une phrase n'aurait jamais dû exister. Il y a une phrase que des chercheurs en informatique ont commencé à croiser dans des pré-publications académiques à partir de 2024. Une phrase imprimée en plein milieu d'un papier scientifique soumis à Archive, le serveur qui héberge la recherche mondiale avant validation par les pairs. La voici. Voici un résumé de 200 mots. Voulez-vous que j'y apporte des modifications ? C'est le chatbot qui parle. L'auteur avait oublié d'effacer la réponse du modèle avant de soumettre, ou peut-être qu'il s'en fichait. La soumission était peut-être tellement automatisée qu'il n'avait plus vraiment les yeux dessus. Cette phrase est le symptôme visible d'un phénomène dont on commence seulement à mesurer l'ampleur. Une étude publiée dans The Lancet en mai 2026 par des chercheurs de Columbia University a audité 2,5 millions de papiers biomédicaux et 126 millions de références. Résultat, un papier sur 277 publié en début 2026 contient au moins une référence fabriquée, un article cité qui n'existe pas, un auteur inventé, une revue fictive. En 2025, c'était 1 sur 458 et 1 sur 2828 en 2023, une multiplication par 12 en 2 ans. Dans un cas extrême documenté, 18 références sur 30 dans un même papier pointaient vers des travaux inexistants, 60% d'une bibliographie construite sur du vide. Archive a répondu cette semaine avec sa mesure la plus radicale depuis sa création en 1991, une interdiction d'1 an pour tout chercheur soumettant des preuves irréfutables de slop. Ce mot qu'on retrouve maintenant dans les communications officielles. Le même mot que Merriam-Webster et l'American Dialect Society ont simultanément élu mot de l'année 2025. Le contenu généré par IA, superficiellement compétent, asymétriquement bon marché à produire, et reproductible à l'infini. Selon des données compilées début 2025 sur la pollution informationnelle, 52% des nouveaux articles en ligne étaient machine generated en mai 2025. D'après le podcast Index, 35,4% des nouveaux flux podcast sont générés par IA au 1er mai 2026. Lors d'une fenêtre de 9 jours, la proportion a atteint 39%. Une seule entreprise serait à l'origine d'environ 10 000 émissions. Ces chiffres racontent une loi économique, pas un problème de modération. Une loi formulée pour la première fois non pas par un économiste du XXe siècle, mais par Aristophane dans sa comédie Les Grenouilles, en 405 avant Jésus-Christ. Les hommes de valeur ont été chassés par les hommes de bois, comme les bonnes pièces par les mauvaises. 2400 ans plus tard, cette phrase s'applique à vos publications LinkedIn, à votre flux Archive et à vos recommandations Spotify. La question qui va nous occuper pendant les 20 prochaines minutes, pourquoi ce mécanisme est-il aussi difficile à enrayer et qui aujourd'hui reconstruit les digues ? Chapitre 2 L'asymétrie qui tue le signal. Le problème n'est pas que le mauvais contenu existe. Le problème, c'est que vous ne pouvez plus le distinguer du bon, et que les algorithmes non plus. Pour comprendre pourquoi le slop gagne, il faut revenir à une intuition de George Akerlof, économiste américain, prix Nobel 2001. En 1970, il publie un article qui sera refusé 3 fois avant d'être accepté, trop simple, disaient les reviewers, intitulé « Le marché des citrons ». Akerlof y décrit ce qui se passe quand un acheteur ne peut pas distinguer une bonne voiture d'occasion d'une mauvaise. Il sait qu'il y a des citrons sur le marché, mais pas lesquels. Alors il paie moins que la valeur d'une bonne voiture parce qu'il intègre le risque dans son offre. Le vendeur d'une bonne voiture refuse ce prix, sa voiture vaut mieux que ça, et se retire. Il ne reste que des vendeurs de citrons, prêts à accepter le prix bas. Le marché s'effondre sur lui-même, seuls les mauvais acteurs sont encore là. Ce mécanisme s'applique au contenu avec une précision troublante. Un lecteur sur LinkedIn ou sur Archive ne peut plus distinguer, à la première lecture, un post rédigé par un expert qui a passé 20 ans sur un sujet et un post généré en 8 secondes par un modèle entraîné sur ce même expert. L'écriture est fluide dans les 2 cas, les arguments structurés, les chiffres présents, même s'ils sont parfois inventés. L'engagement algorithmique ne mesure pas la vérité. Il mesure le clic, la durée de lecture, le like. Ces métriques ne distinguent pas davantage. Alors l'expert qui produit du contenu difficile voit son retour sur investissement baisser. Pas parce que son contenu est moins bon, mais parce que le signal s'est dégradé. Il réduit sa production. D'autres font de même. Et progressivement, l'espace informationnel se remplit de citrons épistémiques, des contenus en apparence compétents qui rassurent l'algorithme, ne coûtent rien à produire et propagent une pensée homogène, centrée, appauvrie. Une étude publiée sur Archive en 2025 a montré que les LLM réentraînés sur leurs propres outputs commencent à produire du contenu de plus en plus homogène. Les chercheurs appellent ça le modèle collapse. Les modèles mangent leurs propres enfants.
et une recherche sur la contamination épistémique a calculé que 20% seulement de contenu IA à coût réduit dans un écosystème informationnel suffit à éloigner les croyances collectives 2,3 fois plus de la vérité, pour un cinquième du contenu. Ce que les plateformes ont compris, Archive, LinkedIn, Spotify, Deezer, c'est qu'elles ne sont pas face à un problème de modération. Elles sont face à une défaillance de marché au sens strict d'Akerlof. Et à une défaillance de marché, il n'existe qu'une seule réponse économique viable, recréer les conditions de la confiance. Chapitre 3. Le retour des gardiens. Pour refaire circuler les bonnes pièces, il faut reconstruire exactement ce qu'on avait détruit. Archive a été fondé en 1991 par Paul Ginsparg, physicien à Los Alamos, avec une idée radicale pour l'époque: publier sa recherche avant validation par les pairs, gratuitement, accessible à tous. L'objectif était explicitement de court-circuiter les maisons d'édition scientifiques, Elsevier, Springer, Nature, qui facturaient des abonnements exorbitants aux bibliothèques universitaires pour accéder à des travaux financés par de l'argent public. L'accès ouvert contre la rente éditoriale. 35 ans plus tard, Archive réintroduit un système d'endorsement. Pour soumettre, il faut désormais être parrainé par un auteur établi sur la plateforme. C'est précisément le mécanisme que Ginsparg voulait détruire. Le parrainage de pairs, la cooptation académique, la barrière à l'entrée. La plateforme qui avait aboli des gardiens vient de les réinventer, non par idéologie, mais par nécessité de marché. LinkedIn fait la même chose avec des moyens technologiques différents. Son modèle d'IA fondatrice, appelé 360 Brew, croise le contenu d'un post avec le graphe d'expertise du profil de l'auteur. Un ingénieur en systèmes embarqués qui publie sur la stratégie de marque voit son reach limité. Un directeur médical qui publie sur les protocoles de soins le voit amplifié. LinkedIn a construit, en interne, quelque chose qui ressemble à un comité éditorial algorithmique. Un système qui juge non pas la forme du contenu, mais la cohérence entre qui vous êtes et ce que vous dites. Ce qui est précisément la définition de la crédibilité. Spotify a lancé le 19 mai 2026 ses badges Verified by Spotify pour les podcasts. Le badge vert vérifie l'authenticité du créateur, la réalité de son audience, la conformité à la politique de la plateforme. La plateforme interdit désormais les clones vocaux sans consentement explicite. 35,4% des nouveaux flux podcasts étant générés par IA selon le Podcast Index, Spotify a compris qu'elle devait devenir certifieur de présence humaine, pas seulement distributeur de sons. Deezer va encore plus loin dans la logique économique. La plateforme reçoit chaque jour 75 000 morceaux générés par IA, 44% de ses uploads quotidiens. Elle en a démonétisé 85% comme frauduleux, selon ses données publiées en janvier 2026. Et elle vend désormais son outil de détection à ses concurrents. La certification de l'authenticité est devenue une ligne de revenus. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette reconstruction, et d'instructif. Aristophane le savait déjà dans Les Grenouilles. Quand les mauvaises pièces chassent les bonnes, la solution n'est pas de produire davantage de bonnes pièces, c'est de rendre les bonnes pièces reconnaissables. Chapitre 4. La rente de confiance. Quand le signal devient l'actif stratégique. La question n'est plus comment produire, mais qui contrôle la preuve que vous existez vraiment. Voici ce que l'histoire monétaire enseigne sur la reconstruction de la confiance après une dévaluation. Le denier romain contenait 100% d'argent sous Auguste. Sous Galien, vers 265 après Jésus-Christ, il ne contenait plus que 2% d'argent, une pellicule sur du bronze. L'inflation avait suivi, mécaniquement. Les marchands refusaient les pièces ou les acceptaient à des prix astronomiques. Dioclétien a tenté en l'an 301 un édit des prix, plafonnement autoritaire de toutes les marchandises de l'Empire. Ça n'a pas fonctionné, parce que le problème n'était pas le prix, c'était l'incapacité à distinguer une pièce fiable d'une pièce creuse. La résolution historique de ce type de crise ne passe jamais par le volume, inonder le marché de bonnes pièces ne sert à rien si elles disparaissent immédiatement en thésaurisation. Elle passe par la certification, la marque au feu, le poinçon d'orfèvre, l'inscription de garantie. Des mécanismes qui rendent le signal de qualité infalsifiable, ou du moins beaucoup plus coûteux à falsifier. C'est exactement ce que font les plateformes aujourd'hui. Et c'est là que la lecture stratégique devient décisive pour un dirigeant ou un professionnel. Parce que la question n'est plus comment éviter d'être détecté comme IA, mais quel actif construire qui soit par nature difficile à répliquer en masse. CISAC et PMP Strategy ont estimé que 25% des revenus des créateurs de contenu pourraient disparaître d'ici 2028 sous l'effet de la fraude au streaming et de la dévaluation des signaux d'engagement, soit environ 4 milliards d'euros. Ce n'est pas une projection catastrophiste, c'est la matrice d'Akerlof appliquée à l'économie de l'attention. Dans ce contexte, 3 actifs résistent à la dévaluation et ils partagent une même propriété. La traçabilité du raisonnement d'abord. Un corpus de prise de position datée, cohérente, vérifiable, une empreinte intellectuelle que l'on ne peut pas générer en masse.
Le réseau d'endorsement ensuite, celui que reconstruit Archive malgré lui. Des pairs reconnus qui posent leur nom sur votre légitimité. Et l'exposition aux risques réels, la plus rare des trois, avoir dit des choses précises sur des sujets précis avant que l'événement se produise, avec les erreurs documentées et assumées qui vont avec. Ces trois actifs sont coûteux à construire et quasiment impossibles à automatiser. Ce sont les bonnes pièces d'Aristophane, celles que les acteurs rationnels commencent à thésauriser. Chapitre 5. La grille. 2400 ans après Aristophane, la même question se pose. Quelle pièce va-t-on garder ? Il y a une dernière ironie dans cette histoire qui mérite d'être posée avant d'en tirer la leçon. LinkedIn a publié son modèle de détection anti-slop 360 Brew sur Archive. Pour asseoir la crédibilité de son outil, elle a choisi comme lieu de légitimation scientifique le dépôt même que le slop est en train d'inonder. La plateforme qui combat le slop a utilisé exactement le signal de confiance qu'elle tente de reconstruire chez elle. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la démonstration que les signaux de confiance sont relatifs et hiérarchiques. Archive reste une référence malgré la crise parce qu'elle a 35 ans d'antériorité et une masse critique de chercheurs légitimes. Sa crédibilité résiduelle est suffisante pour que LinkedIn s'en serve comme caution, ce qui suggère que la valeur de la certification n'est pas absolue, elle est fonction de la rareté du signal dans l'écosystème considéré. Voilà la grille de lecture pour les mois qui viennent. Les plateformes qui survivent à la vague de slop sont celles qui possèdent un signal de confiance endogène, construit de l'intérieur, difficile à importer ou à répliquer. Le réseau d'endorsement d'Archive, le graphe d'expertise de LinkedIn, la base d'audience vérifiée de Spotify. Ces actifs sont des rentes au sens économique strict, ils génèrent de la valeur précisément parce qu'ils sont rares et protégés. A l'inverse, les plateformes dont le signal est purement comportemental, les likes, les partages, les temps de lecture, sont condamnés à une escalade permanente de détection, parce que chaque amélioration du détecteur entraîne une amélioration du générateur. Une course dont personne ne sort gagnant, sauf les vendeurs d'outils de détection, comme Deezer qui a transformé la sienne en produit commercial. Pour un professionnel, un fondateur, un dirigeant qui publie du contenu, la grille est simple. Le volume ne détermine plus rien, la qualité au sens formel non plus. La compétence superficielle a rejoint la compétence réelle dans l'espace des formats lisses. Ce qui compte désormais, c'est cette question. Est-ce que ce que je produis crée un signal que seul moi pouvais créer à ce moment, dans ce contexte ? Si la réponse est non, le contenu est interchangeable, et interchangeable signifie dévaluable. L'histoire de la monnaie nous enseigne une dernière chose. Quand le denier romain est devenu illisible, les marchands de l'Empire n'ont pas renoncé aux échanges. Ils ont réinventé des formes de valeur vérifiables, reconnaissance de dettes signées, lingots pesés, réseau de confiance personnelle. L'économie a trouvé ses équivalents du poinçon d'orfèvre. Ce que les plateformes reconstruisent aujourd'hui, endorsement, badge, graphe d'expertise, ce sont ces poinçons. Et comme les poinçons médiévaux, leur valeur est proportionnelle à la difficulté de les obtenir et à la réputation de celui qui les délivre. La loi de Gresham ne dit pas que la mauvaise monnaie gagne, elle dit qu'elle circule davantage. Les bonnes pièces, elles, sont gardées, thésaurisées. Transposées à notre époque, les contenus d'expertise réels vont se raréfier dans les flux ouverts et se concentrer dans des espaces certifiés, fermés, souvent payants. La question pour chacun d'entre nous est de savoir de quel côté de cette séparation on veut se trouver, et de commencer à construire le poinçon maintenant avant que le marché soit saturé. Vous écoutiez La loi de Gresham du contenu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui publie, il en a probablement besoin.